proposons d'écouter dans un instant Sandra Vambremersch, ancienne aide de vie de Lucette des Touches, la veuve de Céline, autrice d'un premier roman intitulé La Dame couchée, aux éditions du Seuil, enregistré à la librairie Ombre Blanche, vendredi 12 novembre 2021. Bonne écoute. Bonsoir. Merci d'être là. Vous m'entendez ? Merci d'être là. Donc ce soir, on a fort à faire avec ce roman, le premier roman de Sandra Vambremersch, qui est paru au mois d'août, qui est, on en parlait juste avant, qui est arrivé à point nommé parce qu'il y a eu une actualité Céline cet été, mais voilà, un des romans, nous en tout cas la librairie, qui nous a beaucoup impressionnés par la justesse de l'évocation, ce côté très littéraire du livre, mais ça on va en parler, parce que je trouve que c'est un livre extrêmement écrit, où tout se passe dans l'écriture. Enfin, tout passe par l'écriture. Et je crois je vais être très intéressé de savoir comment vous l'avez construit, comment il s'est élaboré petit à petit le livre. Mais peut-être en guise d'introduction, donc j'imagine vous avez tous au moins vu la 4e de couverture, vous savez de quoi il est question, de quoi il sera question ce soir. Bon, si vous ne l'avez pas lu, j'espère qu'on va vous donner envie, mais peut-être qu'on pourrait justement commencer par une petite lecture du début, si vous en êtes d'accord, Sandra. Avec plaisir. Comme ça, on aura le ton. Puis le début, en plus, est justement extrêmement très symptomatique du livre. Allez, je vous laisse. Alors, jusqu'où moi, comme vous sentez. Oui. Oui. Pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Ouh, elle m'appelle. Les 2 petits mots dévalent l'escalier dans un cri aigu provenant du premier. Cet aboiement fluet me remonte dans le dos et la décharge m'explose au cerveau. Je sors de ma sieste ou du poulet à enfourner. Je réunis mes membres, prête à détaler, et je réajuste le tablier de ma condition. J'appuie sur le bouton « Meudon ». Ça vient de sa chambre, the chambre, la pièce feutrée au voilage rose, au tatami rouge et au mur beige déchiré. Du sol au plafond, une parade de miroirs. Et partout qui déborde, l'accumulation du temps sur les choses qu'on garde. Au centre, son lit. Un tombeau de pharaon au sommet d'un empilement de draps, de plaids et de matelas. Elle est nue, presque transparente. L'impératrice de Meudon porte sur son visage tous les chemins de sa vie et ceux d'une mort certaine. Creux, bosses, rivages et cascades de souvenirs, dialogue avec l'inéluctable disparition. À Meudon, il y a un pic à gravir plus haut que les sommets du haut de la ville. C'est la montagne de la Dame couchée. Trônant sur l'histoire et accessoirement sur Paris, perché sur son tout petit lit dans le fatras de bouquins, de tentures élimées d'Inde, de Chine et de voyages si loin de sa mémoire, la Lily de Céline continue de danser dans sa prison de l'âge. Au fil des jours et des années, les miroirs de la chambre collectent dans la bibliothèque du silence tous les reflets du temps qui passe. Quand je les croise, j'espère m'y voir. Mais l'image est si grise ou si floue que seul un fantôme pourrait s'y reconnaître. Ouh, je suis l'un des fantômes de la maison. Elle m'appelle donc, avec ce caprice existentiel dans la gorge qui réclame. Mais quoi ? Une tartine ? Ma présence ? Ou est-ce pour se plaindre de son corps souffreteux ? Donne-moi à boire, j'ai faim, je souffre. Il fait beau aujourd'hui, on n'ira pas au jardin ? On est en octobre ? On accepte l'incessante répétition des besoins des siens et de ses enfants, mais celle de cette vieillesse, au-delà des vivants, on a du mal à la supporter. Pardon. Elle est à l'orée d'un monde qui nous échappe. Je ne suis pas armée pour cela, et j'avais d'autres projets que celui de voir tout mon être voué à disparaître, dans la plainte ininterrompue du silence et dans les hurlements de désir jamais satisfaits d'une ancêtre. Est-on jamais prêt à l'effacement de sa personne ? Merci. J'avais noté pour introduire un petit peu
le roman que notre héroïne Violette a passé 20 ans, a eu cette expérience de 20 ans d'assistance à domicile sur donc, la personne de Lucette Détouche, veuve de Céline, et que le roman était, j'avais écrit, en même temps l'évocation d'un milieu particulier, l'expérience du déclassement social et le récit d'une emprise. Je pense qu'on va peut-être autour de ces trois grands thèmes qu'on va orienter la discussion, si vous voulez bien. Et en même temps, juste avant, il y a quelque chose d'étonnant dans le livre et qui fait aussi le sel et toute la justesse du livre. Vous auriez écrit que ce livre sur la figure de Lucette Détouche, ça ne marchait pas, mais vous avez l'intelligence en plus de laisser la possibilité au lecteur de retrancher de l'équation l'élément Lucette Détouche et Céline. C'est-à-dire que si on peut lire le livre sans ne rien connaître de Lucette Détouche, et on a quand même un portrait très, très fort d'une vieille dame et de comment la vieillesse s'organise autour de cette vieille dame, et peut-être aussi l'emprise, une dame avec un caractère très fort. Qu'est-ce que... Peut-être... Comment vous êtes arrivé à l'écriture de ce livre-là ? Alors effectivement, c'est-à-dire que c'est le récit de 20 années dans ce milieu particulier, dans cette maison particulière, avec cette femme si singulière. Et pour autant, j'ai anonymisé aussi Lucette Détouche en l'appelant Madame D, pour en faire aussi une figure emblématique de qu'est-ce que cette emprise, cette personnalité et cette approche aussi de la mort jusqu'à cet âge qui dépasse le vivant, 107 ans, où on touche presque l'éternité. Donc moi, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a fait que j'écris ce livre ? Je suis rentrée à Meudon en 2000. J'ai commencé à écrire ce livre en 2001. Donc, il y a longtemps. Ça a été tout simplement absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'un jour, je grimpais donc à Meudon, route des Gardes, dans ma voiture. Et dans cette voiture, à chaque trajet, aller-retour, j'étais un peu comme sur une page blanche et les mots se formaient, les phrases se faisaient pour supporter en fait ce qui se passait dans ce huis clos, dans cette maison dans laquelle j'étais complètement en immersion, presque prisonnière. C'était un choix, pour autant c'était aussi une prison. Et il y a eu cette nécessité d'écrire, de comprendre ce qui m'arrivait et de décrire ce théâtre, parce que c'était véritablement un théâtre humain qui se jouait là-bas. Donc ça a été une écriture d'abord nécessaire. Donc c'est un livre qui s'est constitué par éclat en fait. J'imagine, puisque c'est une durée de 20 ans, il y a 20 ans vous n'avez pas l'idée de faire un roman, enfin voilà, ça rentre dans une pratique d'écriture plus vaste. Alors depuis toujours j'écris. Là, quand j'ai commencé à écrire à Meudon, je savais que ça allait faire un livre. Je ne savais pas quand, ni de quelle façon, ni de quelle manière. En revanche, je n'ai jamais pris de notes. Je n'ai jamais eu la volonté de faire un journal de Meudon. C'est effectivement une écriture, c'est une jolie expression par éclat. Ça a été 10 paragraphes par-ci, un par-là, ne pas écrire pendant 2 ans, y revenir. En revanche, je n'ai écrit qu'à Meudon. Je n'ai pas écrit chez moi, je n'ai écrit que dans cette cuisine de Meudon, plongée dans la nuit, plongée dans le noir, avec ces vitres, ces fenêtres sans volets, où vous avez la vue sur tout Paris, le ballet des chauves-souris, des oiseaux, des arbres. Et ça a été ce contexte qui a créé cette écriture, mais effectivement par intermittence. Ah, et il n'y a pas eu de retravail, parce qu'il y a quand même... Alors, le livre est court, se lit quand même... Moi, j'ai lu à 2 reprises, à 2 reprises, je l'ai lu d'une traite. Et il y a cette unité quand même, cette unité de la phrase. Je veux dire, on est... Oui, bien sûr, il y a eu un travail de réécriture après. Et la façon dont il s'est construit, très rapidement, j'ai senti que le livre allait se construire comme une construction de jeu d'enfant, avec des empilements, un château. En fait, j'ai un peu écrit ce livre à l'image de cette maison de briques et de broc qui tient par je ne sais quel miracle encore sur elle-même. Et j'ai pas souhaité écrire quelque chose de linéaire, je n'ai pas fait de plan. Ça a été très intuitif. Et à la fin, j'ai eu l'idée de glisser cette série de portraits et d'avoir en fait 3 temps
dans ce livre, le temps de l'arrivée, de la mise en place de l'emprise, de la galerie de portraits. Et le troisième temps du livre, pour moi, c'est ce temps hors du temps, ce temps qui passe, l'approche de la mort. Voilà. Et je tenais à ce qu'il y ait 20 chapitres pour les 20 années. D'accord. Symboliquement. Et ce que je vous disais sur cette possibilité de faire une lecture en faisant abstraction du côté histoire littéraire, juste comme ça, sur un livre sur une vieille dame où effectivement vous allez passer 20 ans. 20 ans, c'est pas, voilà, c'est quand même c'est toute une génération. Donc effectivement, ça je n'y avais pas songé, mais c'est très à l'œuvre dans le livre, le ratiocinement de Madame D sur elle-même, cette façon qu'elle a de disparaître depuis l'intérieur. Oui, c'est une absorption. Il y a déjà, alors je vois que j'en parle, je le visualise, vous ne le visualisez pas forcément, mais il y a cette grille qui s'ouvre, qui est quasiment toujours ouverte, il y a cette montée du jardin, il y a cette maison, dans la maison, la chambre, dans la chambre, la dame, et tout tend à être absorbé par ce centre qui est cette femme. Par rapport à la question littéraire, je ne sais pas si il se trouve que c'était elle, donc Oui, bien sûr. Donc ça n'est pas rien, et je ne sais pas s'il s'agit, enfin, ça n'est pas une personne lambda. Voilà, ça reste cette femme. Oui, bien sûr. Oui, évidemment, voilà. Pour ça. Alors justement, peut-être qu'on pourrait faire vous disiez quelque chose de la façon dont vous avez construit le livre en trois temporalités. Justement, le travail sur le temps. Bon, je vais vous lire un passage parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais noté ça. Ça m'est apparu à la deuxième lecture. J'avais postulé dans une agence d'aide à la personne pour financer mes études supérieures. Une idée comme ça, inspirée par mes souvenirs d'enfance dans la maison familiale de province où je jouais au bridge avec mes grandes tantes et leurs mains ruisselantes de bagues. J'admirais déjà les articulations ridées de leurs doigts tordus, les ongles bien faits, plus ou moins crochus, et la peau liquide de leurs membres sans âge, parfois blanchâtres, parfois verdâtres. On se servait des jus et des thés, de savoureux biscuits bien mis dans des assiettes en porcelaine fleurie, et j'écoutais leurs récits que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La première voiture de l'arrière-grand-père, les escapades en Normandie, les amants disparus, les bombardements et les dentelles du temps, et tous les détails des vêtements faits sur mesure à Paris. Alors quand on lit ça à la deuxième lecture, je me suis dit, mais là, on est du côté de chez Proust. C'est-à-dire, avant d'intégrer cette maison de Meudon et de basculer du côté de chez Céline, on était du côté de chez Proust, et qui sont vraiment, ce sont les deux grandes directions de la littérature du XXe siècle. C'est vrai que j'ai été... Je me suis construite comme ça, et mon environnement a été tel que, c'est-à-dire de chaque détail, odeur, biscuit, porcelaine, peau, bague, tout détail fait corps, fait sensation, crée souvenir. Et c'est effectivement ça qui m'a poussée aussi d'aller du côté de cet imaginaire vers cette femme déjà très âgée, qui elle aussi portait un imaginaire. Oui, et c'est pour ça que le livre est écrit au présent de l'indicatif. Vous n'avez pas cherché à faire Voilà, c'est pas un livre de souvenirs. C'est pas un livre de souvenirs, c'est un livre de présent, et même encore aujourd'hui, j'ai tendance à en parler au présent. Et il y a différents positionnements effectivement dans le livre. Il y a le temps présent alors qu'elle est déjà décédée, il y a le temps du passé. Enfin, c'est un enchevêtrement justement de rapport au temps qui a été assez complexe à écrire. Enfin, je tenais à cette finesse du rapport au temps. Ce qui vous permet aussi d'être dans la sensation, vraiment dans la sensation de l'instantanéité des choses, puisque nous, le lecteur se retrouve concerné. Oui, exactement. Oui.
Peut-être passons un petit peu plus à l'intérieur de cette maison, parce que donc le livre se déploie comme ça. Hein. On rentre en même temps que la narratrice dans cet univers, et puis on va prendre le temps comme ça de découvrir personnage après personnage, et puis les réseaux internes parce que Meudon, vous allez me dire si je me trompe, je l'ai ressenti un petit peu comme ça. C'est un monde c'est un monde dans une maison, mais à l'intérieur de la chambre de Madame D, c'est déjà un monde à l'intérieur d'un autre monde. Enfin, il y a comme ça un jeu de poupées russes. Oui, et Meudon est aussi un monde dans le milieu culturel, intellectuel, social, etc. On est vraiment effectivement dans des poupées russes. Ce que représente Meudon, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est que je ne disais pas je vais travailler ou je vais m'occuper de telle personne ou je suis assistante de vie, je disais je vais à Meudon. Et même aujourd'hui, maintenant, quand je vous parle, je vous dis à Meudon ceci, à Meudon cela. C'est une entité qui contient toutes ces zones de réalité qui est... Enfin, il y a la zone culturelle, la zone intime... le lieu, et même dans la ville de Meudon, ceux qui parlent de cette maison parlent de Meudon. Il y a Meudon dans Meudon aussi. Ah oui, il y a Meudon dans Meudon. Et finalement, c'est une mise à l'écart progressive. On intègre un monde dans un monde, donc on sort c'est une façon de sortir du réel. Ça crée un huis clos. Ouais, oui. C'est ça, un huis clos. Ouais. Parce que c'est aussi une façon de... Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que vous y travaillez pas en arrivant le matin, en repartant en fin d'après-midi. C'est ça. Ça vous demande d'être là pleinement des jours entiers. Voilà, ça n'est pas un passage, ça n'est pas un travail régulier qui m'occupe 5 jours par semaine de 8h à 18h. C'est une immersion complète de 48 à 72 heures par semaine, parfois en revenant, selon les arrangements des uns, des autres, des vacances, etc., de 4 jours d'affilée, nuit et jour. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas l'Internet, les portables comme aujourd'hui. Donc pendant des années, ça a été un silence et une coupure du monde beaucoup plus intense que les dernières années, où avec un portable, on peut quand même communiquer plus facilement. Oui, c'est un retrait, ce qui a créé chez moi donc une double vie. La vie Meudon et ma vie Paris, ma vie de femme, d'étudiante, etc. Parce que ça, c'est vrai que dans le roman, c'est la Violette en dehors de Meudon, elle est très peu, un peu au début et un peu à la fin, mais au milieu, c'est le blackout complet. Oui. Vous utilisez une image à un moment d'une toile d'araignée. Vous dites qu'il y a beaucoup d'araignées à Meudon, et effectivement, ça fonctionne comme ça. J'ai l'impression que Oui, il y a une toile. Ouais. Il y a une toile, il y a des toiles réelles, hein, tout est réel. Hein, il y a une couverture, une toile d'araignée, une couverture au-dessus, effectivement, de mon lit, mais de toute une pièce. Hein, on les voit. C'est un voile, c'est une toile, et partout, et effectivement, enfin, la figure, alors là, pour le coup, symbolique, métaphorique, était pleinement là. J'étais dans une toile, oui. Le livre est vraiment, il est fait comme ça de paragraphes assez courts. Le livre est très rythmé, très intense, hein, et avec ce sens comme ça que vous avez d'aller chercher de suite à l'essentiel. C'est-à-dire, il y a un travail aussi de resserrement. C'est-à-dire que, en fait, tout à Meudon inspirait, tout était inspiration et m'appelait à la transposition. Chaque élément, chaque souris qui traversait le dessous du plancher, parce que le plancher, enfin, pour l'anecdote, on a dû percer une fois le plancher et on s'est aperçu de galeries mais incommensurables, enfin une vie entière. Et là vraiment des souris sous les hommes, hein, on y était. Donc Madame D a refusé bien sûr qu'on tue les souris parce que c'était donc des êtres vivants qu'on n'allait pas tuer, et donc on est tout inspire, c'est-à-dire que
tous les habitants de Meudon, du plus petit au plus humain, avait sa place en fait dans ce livre parce que signifiait quelque chose. Mais vous mettez aussi bien en évidence l'écart entre humain et animal, parce que le livre est peuplé de plein d'animaux, hein, des chats, des chiens, le perroquet, les araignées. Donc là, peut-être effectivement donc les souris qui sont là sans qu'on le voit, voilà, creuser des galeries, mais c'est important ça, cette dualité. Dualité et en même temps, Complémentarité. c'est ça. Ouais. En même temps, on vit ensemble. Ouais. Parce qu'on est tous un peu l'araignée de quelqu'un d'autre aussi. C'est un peu ça. Ah oui, c'est-à-dire, vous voulez dire que vous étiez... Non, mais parce que non, mais le perroquet, par exemple, a comme il a la parole, il a cette fonction quand même d'être tiré vers le perroquet devient presque un personnage. Oui, le perroquet est témoin aussi. Oui. Le perroquet est témoin. Oui. Le perroquet s'exprime. Il est l'attraction et tous ces animaux sont des personnages témoins aussi de ce qui se joue. Et c'est ce qui fait aussi cette maison terrifiante, mais vivante aussi. Au même titre que vous, finalement. C'est ça. Ouais. Non, il y a un chapitre qui est terrifiant, qui s'appelle le bal des vampires. C'est-à-dire, il y a un moment, une réunion, une fête, et c'est décrit comme ça, comme un bal des vampires. Comment vous expliquez, si vous arrivez à expliquer encore aujourd'hui d'où vient cette fascination, d'où vient cette... Est-ce que c'est dû à l'odeur de soufre de Céline, ou c'est plus profond que ça, ou c'est... De toute façon, effectivement, c'est cet écrivain qui vit... je vais essayer de parler au passé, qui vivait en elle. C'est un fantôme qui habite cette maison. Et effectivement, ça crée une attraction au-delà de tout. Alors, je n'ai pas servi dans d'autres maisons. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs. Je peux parler que de cette expérience-là, mais il y a une attraction en prise, une fascination Céline qui se trouvait réunie dans le corps et la personnalité de Lucette Détouche, qui attirait effectivement le tout Paris, voire aussi le monde entier, hein, parce que de nombreux badauds, visiteurs essayaient d'entrer dans la maison, ou de toucher du bout des doigts ou de l'œil ou par un appareil photographique cette maison. Je ne sais pas si c'est comparable ailleurs. Oui, parce qu'on a quand même l'impression que cette maison n'attire que des personnages ambigus, des personnages troubles, parce que tout ce qui gravite autour de la vieille dame est flou et ambigu. Alors et tordu. Pour la galerie de portraits, oui. Pour les visiteurs, je crois vraiment il y avait vraiment tout type de type de visiteurs, et il y avait aussi des visiteurs, alors tout le monde passionné soit, mais il y avait aussi des visiteurs d'une très grande douceur. Alors j'en ai pas parlé, mais il y avait par exemple un couple d'amoureux italiens nouvellement amoureux qui m'ont demandé s'ils pouvaient se réciter du Céline et se lire du Céline main dans la main en amoureux, assis devant la maison, comme une déclaration d'amour entre eux. Parce qu'ils étaient tous les deux passionnés de Céline et qui voulaient se lire du Céline en italien. Donc, comme ça, il y avait aussi des personnes qui avaient été élèves de danse de Lucette Détouche, qui avaient beaucoup d'émotions à revenir sur les lieux de ces cours qui avaient été visiblement très, très intenses pendant des années, très forts. Voilà, différents types de personnalités. Et ça tient. Alors, c'est assez mystérieux parce qu'en définitive, la vieille dame, c'est un personnage. C'est un personnage très ambigu. En même temps, elle évolue au cours du roman. Ça, c'est normal. On s'y attend. Mais en même temps, elle est toujours dans une espèce de dualité. Est-ce que c'est parce que c'est elle qui engendre ça, ou est-ce que c'est... Des fois, je me suis demandé si c'était pas le milieu
dans lequel elle peignait finalement avec parce qu'elle est visitée régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, par les mêmes personnes invariablement. Donc il y a une espèce comme ça Finalement, peut-être la question, c'est l'emprise qui s'exerce. Est-ce que c'est elle qui exerce une emprise sur ce petit monde, ou si elle est aussi sous la coupe de l'emprise par ce petit monde. Enfin, vous voyez, j'essaie de voir où est cette ambiguïté. Peut-être que vous n'avez pas la réponse non plus. En fait, dans ce livre, j'ai vraiment essayé de casser le fait de séparer les choses. Je ne pense pas que Lucette des Touches existe complètement indépendamment de son mari, tout comme peut-être son mari n'existait pas complètement non plus indépendamment d'elle. Elle est complètement habitée par lui, pour autant elle existe pleinement, mais elle existe pleinement avec lui aussi. Et c'est plutôt les zones de nuance qui m'intéressent que de chercher à séparer, parce que je pense que ça n'est pas possible. Je pense que le fluide, l'influence, du coup l'emprise est telle, mais on est tous constitués de différentes empreintes, et on se construit avec ça aussi. Oui, non, mais c'est... Par exemple, vous dites, en parlant d'elle, il y a des êtres qui ont le don de tout éteindre en l'autre. Ça, c'est au début du roman. Ensuite, après, il y a ce chapitre qui est très fort, qui s'appelle You and Me, où là, on rentre vraiment dans le cœur de cette relation. Oui. Mais quand même, on ne peut pas oublier, effectivement, qu'il y a des moments où elle est aussi l'instrument de quelque chose qui la dépasse. Oui, et en même temps, elle en avait pleine conscience. Oui, d'accord. Elle avait pleinement conscience qu'elle était, je l'ai mis de ses mots, de sa bouche, quand elle dit « on vient me voir, c'est pas pour ma pomme Ouais, ». Elle avait pleinement conscience. Pour autant, elle était aussi, parce qu'elle c'était une femme aussi assez, très très forte personnalité, assez extraordinaire, elle attirait aussi de la passion, de l'affection parfois, de l'attirance, parce qu'elle était elle aussi. Je vais lire un petit passage qui effectivement est très complètement là-dedans. Jusqu'à son dernier souffle, la veuve a cherché à manger cet ultime bout du non qui passait dans sa vie depuis tant et tant d'années, faisant entrer dans sa lutte pour la satisfaction gustative des enjeux de l'amour dont on ne sort pas indemne. On sentait qu'elle allait tout entière dans la béante opposition et qu'elle y mettait tout son être. L'enfance, l'abandon, les errances, le froid, la fuite, l'ascèse et la danse, celle de sa vie d'épouse, les chiens, les chats et même les perroquets, tout le monde dans sa vie solitude, s'animait et vous crachait au visage son besoin d'exister dans une dernière bouchée. Oui, c'est-à-dire que, alors, pour resituer ce fameux nom, c'est qu'effectivement, il y a eu les privations de toute sa vie, les privations dues à son parcours, à son histoire, et puis aussi à son travail de danseuse, où pendant la majeure partie de sa vie de danseuse, donc elle n'a pas mangé, parce que, comme elle disait, pour danser, on ne mange pas. Et du moment où elle est restée chez elle et alitée, elle s'est bien rattrapée, et elle était extrêmement gourmande, mais extrêmement gourmande. Et notre rôle était aussi de la préserver d'un trop-plein, et donc de lui refuser. Et ce nom était insupportable pour elle. Et je me disais que ce nom, effectivement, renvoyait à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ample que celui d'un simple refus de gourmandise. Enfin, oui, j'ai oublié le début de la question. Non, c'est sur l'être solitude aussi, peut-être. Est-ce que vous pensez qu'elle a vécu aussi dans l'amertume de n'être que la veuve ? Parce que moi, j'ai l'impression que y a ça, mais en même temps, elle s'est construite aussi là-dessus. Je pense pas qu'il y avait d'amertume. C'est pas un terme que je lui associerais. En revanche, une extrême solitude. Oui, elle était fille unique d'une mère qui l'a eue très jeune, qui ne s'est pas vraiment occupée d'elle. Elle est allée chez les sœurs, chez lesquelles elle a beaucoup souffert, m'a-t-elle dit. Elle regrettait beaucoup de ne pas avoir d'enfants.
aussi, tout cet amour aussi reporté sur les animaux. Son père n'a pas vraiment été présent. Et elle est tombée follement amoureuse donc de Céline et s'est occupée de lui aussi. Elle m'a dit j'étais sa femme, mais j'étais aussi sa mère, son infirmière, parce qu'il souffrait en permanence. Amertume, non. Je crois que c'est vraiment un besoin d'exister qui vient d'une extrême solitude et qu'elle est restée seule finalement. Je pense qu'elle est restée seule toute sa vie, même avec lui. Ouais. Et après, malgré le fait que Oui. l'entourage, c'est quand même un entourage très présent. Très présent, et qui habitait son cœur aussi à elle, mais elle était aussi tellement auto-centrée. Je ne sais pas si toute cette présence la remplissait vraiment. C'est quand même un personnage très ambigu que vous mettez en scène. Effectivement, plus vous en parlez, plus je me rends compte que qu'elle est très protéiforme. Oui, pour moi, elle est un peu un mystère. Sur la nature humaine, sur le don, dans les choix qu'on fait, mais dans la personnalité qu'on s'est construite, ou ce vers quoi on n'est pas allé aussi travailler sur soi, etc. On peut porter en soi une forme de grande cruauté, même sans le vouloir en fait, et cette extrême manipulation, égocentrisme, et à son pendant d'extrême fragilité, d'extrême douleur, solitude, un côté extrêmement enfantin, et on est dans effectivement une personnalité protéiforme. Avant de passer à un autre sujet, peut-être vous avez des questions pour Sandra. Attendez, je vous passe le micro, madame. J'ai beaucoup aimé votre livre. Merci. Je l'ai lu parce que j'aime beaucoup Céline, surtout le voyage au bout de la nuit, évidemment. Et donc, je voulais entrer, comme vos personnages, dans cette maison. Et vraiment, j'ai été vraiment séduite par la maison, avec tout ce bric-à-brac, enfin voilà. On peut le dire. C'est vrai. Et je me demande, comment êtes-vous entrée dans cette maison au départ? Comment vous avez choisi? C'était un hasard complet, c'est-à-dire. C'était un hasard. C'était un hasard. Vous ne saviez pas où vous alliez? Alors si, c'est-à-dire que j'avais postulé dans une agence pour être dame de compagnie, comme je l'écris dans le livre, et on me propose effectivement d'aller chez la veuve de Louis-Ferdinand Céline à Meudon. Et là, je comprends que c'est la maison de Meudon dans laquelle a vécu ce couple et cet écrivain, et donc je décide d'y aller, mais sans savoir du tout où et dans quoi j'allais mettre les pieds. Céline, vous avez quand même attiré, Céline. Plus par l'imaginaire, parce que moi, j'avais jamais lu Céline. Ah oui. J'avais juste lu la BD petite du voyage, mais par Tardy, Oui, voilà. Oui. Et moi, j'étais plus dans l'imaginaire de Arletty, enfin du cinéma des années 40, de Arletty, Michel Simon, etc. Moi, j'étais dans le Paris de la guerre, et c'était vraiment porté vers un imaginaire. Et puis je suis attirée aussi par les maisons, par le secret, par ce qui se passe derrière les portes. Voilà. Donc il y a eu une attirance presque littéraire, en fait, imaginaire, littéraire, pour entrer là-bas. Et une attirance pour quelque chose que je ne connaissais pas, effectivement, qui était Céline. Je savais quand même que c'était l'un de nos plus grands écrivains du XXe siècle. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est d'arriver dans une maison mythique? Oui, on y va, on va voir. Oui. Voilà. Oui. Alors au début, je me disais, mais je ne pensais pas que vous aviez réellement servi Madame Destouches. Oui, mais si. Alors, je continue, je me disais, mais c'est pas possible. On ne peut pas inventer tout ça. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais... Ah oui, non, tout est vrai. C'est ça. Je me suis régalée. Merci. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question. Comment vous êtes passé du coup du fait de faire ça pour comme un travail étudiant, en faire un métier? Est-ce que vous étiez attiré par le métier ou en fait c'est juste que vous avez été
pris par la maison, par la personne que vous serviez, et en fait, vous étiez intéressé par la situation, ou c'était aussi le métier qui finalement vous a pris? Alors, il y a quelque temps, je vous aurais répondu que j'étais uniquement attirée par la maison, par cette atmosphère, et que j'ai été prise, en fait, mais vraiment comme sous un charme, comme un sortilège. En sachant que cette immersion plusieurs jours et nuits par semaine me permettait par ailleurs d'avoir une autre vie, donc de continuer mes études, de développer d'autres activités professionnelles, etc. Donc que ça avait ses avantages aussi. Et je vous aurais répondu que non, ce métier, non. Et en y repensant, mais je pense que c'est le temps qui fait son œuvre, je pense que c'est une grande chance que j'ai eue de m'occuper, effectivement, d'être aussi près de l'intimité, au-delà de l'intimité d'une personne, c'est l'intimité de la vie, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui va disparaître à un moment donné quand on arrive à ces âges-là. Vous avez la chance, je le considère aujourd'hui seulement comme une chance, de toucher un peu l'indicible, d'approcher la mort, d'approcher cette extrême fragilité. Voilà, alors je ne recommencerai pas l'expérience, parce qu'on y laisse, en tout cas en ce qui me concerne, beaucoup de plumes. Mais je peux considérer qu'il y avait un cadeau, empoisonné, mais un cadeau aussi dans tout ça. Merci. Merci. Parce que quand vous commencez, vous êtes étudiante. C'est ça. Ouais, je peux vous demander en quoi vous étiez étudiante? Oui, donc j'étais en thèse d'art plastique et sciences de l'art. J'ai poursuivi ma thèse quelques années tout en travaillant à Meudon. Et ensuite, j'ai fait un master de sociologie tout en étant aussi à Meudon. Ouais. Voilà. Alors, c'est formidable, ça m'amène justement sur ce qui est présent aussi dans le roman, c'est ce que vous dites sur le déclassement social. Ouais. Et alors, à la lecture, on le prend avec toute la violence que ça comporte, mais j'aimerais bien que vous approfondissiez un petit peu ce sentiment-là. Oui, jusqu'où je peux aller, parce que je pense que c'est un questionnement qui continue en moi. Ouais. J'ai pas toutes les réponses. Qu'est-ce que ça signifie d'être dans une trajectoire alors en ce qui me concerne, mais ça aurait pu être autre chose, mais en ce qui me concerne, c'était bourgeoisie intellectuelle de province, études, et puis normalement prof d'université, chercheur, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais ailleurs, je fais le choix d'aller vers une descente de classe. Alors, provisoire de 3 mois pour un job d'étudiant, j'appelle pas ça une descente de classe, mais y rester, ça le devient. Et d'accepter que je n'ai plus de prénom, que je n'ai pas d'existence, qu'on se trompe sur mon prénom, que je disparais, en fait, peu à peu, aux yeux du monde, aux yeux des autres, dans ce métier-là, des invisibles, des gens qui travaillent au service des autres. Comme je disais tout à l'heure, il y avait un gain aussi de l'autre côté. À part un goût pour avoir une double vie ou sentir qu'il y avait quelque chose peut-être de plus fort que celui de la trajectoire simple et directe vers laquelle j'étais destinée, mais que je mesurais peut-être pas à l'époque, je pense que j'ai fait un choix sans savoir vraiment où il menait, mais en croyant en quelque chose. Ouais, je l'ai beaucoup senti, ce sentiment de déclassement, je l'ai beaucoup senti dans des scènes avec l'avocat, avec Jack. Et j'ai mis un moment en fait avant de me dire oui, mais enfin bon, lui il était là, mais il n'était pas là, il faisait les passages seulement, donc il n'était pas là. Oui. Donc il doit y avoir tout ce reste du temps où on vous renvoie pas ça à la figure forcément. Où les choses sont plus apaisées, plus. Puis, enfin, vous êtes aussi dans un quotidien de travail, dans une. Quand vous êtes dans un sentiment de déclassement social, c'est vous qui vous le renvoyez à la figure. C'est les autres, font leur job. Hein. Chacun a sa place, le patron, le subordonné, le dominant, le dominé, etc. Ce qui est violent, c'est les rapports qui se jouent entre les êtres. C'est pas d'être à telle place ou telle autre. C'est l'interaction telle qu'elle est plus ou moins juste, plus ou moins respectueuse d'autrui.
Et ensuite, c'est le regard qu'on porte sur soi. Alors moi, il se trouve que j'ai une mère sociologue, que j'ai fait aussi des études de sociologie, donc j'étais particulièrement sévère avec moi-même. Mais peut-être que j'aurais pu m'éviter ce regard-là sur moi-même aussi. Mais il y a aussi une volonté dans ce livre vraiment de pointer cette activité, ce travail des gens, des personnes qui sont dans l'ombre, les invisibles, et à quel point c'est violent. C'est pas le travail en lui-même, c'est vraiment le regard porté, c'est-à-dire l'absence de regard et d'existence, de reconnaissance. Et c'est pas forcément la reconnaissance du travail, hein, c'est vraiment la reconnaissance de l'individu que j'ai vraiment voulu soulever aussi avec le livre. Oui, puis là ça s'accompagne aussi avec ce qu'on disait sur l'emprise, où en plus on rajoute cet élément-là qui est pas une obligation. Je veux dire, ça peut aussi être se faire dans un milieu où il n'y a pas où il y a pas cette. Moi j'ai quand même tendance à le voir comme une chape de plomb aussi, comme un milieu. Enfin, je veux dire, quand vous dites le bal des vampires, c'est que c'est quand même une image extrêmement forte. Oui. Dans ce chapitre-là, c'est que il y avait quelque chose d'odieux quand même dans ces moments-là. D'extrêmement violent. Ouais. D'extrêmement violent. On venait effectivement sucer dans cette veuve ce qui restait jusqu'au dernier souffle de son mari, jusqu'à ce prêtre qui a donc ordonné, c'est ça qu'on dit, la cérémonie, enfin l'enterrement donc de la veuve Céline, et qui poste sur les réseaux sociaux 3 jours après, en enterrant la veuve Céline, j'ai eu l'impression d'enterrer le XXe siècle. Enfin, c'est d'une obscénité absolument incommensurable de 2 jours après de vendre son image de prêtre sur Facebook. Voilà, autour d'une tragédie quand même. Oui, alors, pour ceux qui l'ont pas lu, pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'elle a, plus on approche de la fin du livre, bon, là, vous savez bien, il n'y a pas de suspense, hein, on se doute bien de la fin, mais c'est vrai que le ton de la narratrice change, est beaucoup plus doux. Oui. Oui. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la disparition, on retrouve plus que là je pense à la danseuse, mais après le mouvement de la danseuse, il reste le passage du mouvement, de l'air qui a circulé, et effectivement il y a une forme de tendresse, ou en tout cas de respect pour la trace laissée de celui qui a disparu. Et donc, pour revenir au prêtre, pour moi, c'est d'une extrême violence de ramener un intérêt à un moment donné immédiat. Là, on en revient au bal des vampires, de vampiriser même ce moment-là. Oui, mais enfin, c'était un peu on avait l'impression que c'était quand même un peu le quotidien. Oui. Ouais. Il y a d'autres questions pour Sandra ? Un témoignage ou juste une impression de lecture ? Monsieur ? Alors, elle était effectivement. Alors, il y avait beaucoup. Elle était assez intarissable sur sa période, sur la période où elle était effectivement plus jeune, et de tout ce qu'elle a vécu, de tous ceux qu'elle a fréquentés, etc. Notamment à New York, ou du Buffet, ou Marcel Aimé, ou voilà, Arletty. Enfin, moi, je me régalais des récits avec Arletty, voilà. Quant au monde contemporain.
Oui, oui, elle était très très amusée, plutôt amusée, un peu comme un regard d'enfant et un peu de papesse, un peu en retrait sur son divan devant la télévision. Véritable fan effectivement de Christophe Willem, Julien Doré, comment il s'appelle, Nikos, voilà. Quelques opinions sur nos différents présidents de la République aussi. Et puis il y avait des visites aussi notamment j'ai raconté la visite d'Aznavour, mais elle adorait Aznavour. Et il y a eu une rencontre mémorable avec Aznavour. Oui, Oui. il y a des rencontres qui sont très piquantes, notamment avec des présidents. Parce que tout est masqué, évidemment. Vous avez changé tous les noms, vous avez fait en sorte de... Et ça, c'est compréhensible quand on touche à des sujets aussi piquants comme ça. Mais justement, j'avais noté cette façon très particulière qu'elle a de trôner, mais depuis les canapés, depuis en bas, en fait. Elle a un rapport inversé aux choses. Je fais peut-être une dernière petite lecture. Le sésame de Meudon, ce sont les canapés. Quiconque est venu à tenter de s'en rapprocher, comprenant bien que c'est ici, plus près des vieux ressorts et du tissu usagé, qu'on entre en communion avec la dame et la maison. Des grands, des petits, des connus, des moins connus, et même des êtres abandonnés ont entrepris l'escalade de la route des gardes pour arriver au fond des canapés. Combien de fesses s'y sont enfoncées, de corps y ont filtré, et de grands discours sur le maître s'y sont juchés. Sur les 20 centimètres au-dessus du plancher, hommes politiques, écrivains, acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, médecins, avocats, avocates, anonymes ou amis, tous ceux qui ont eu le privilège de siéger autour des lourdes tables du salon, sur ces assises toutes ébouriffées, se souviennent sûrement de l'enivrant parfum du jasmin et l'odeur du poulet, tandis que la dame, de quelques dizaines d'années et de sa renommée surélevée, trônait dans son fauteuil à l'arrière du décor pour mieux observer. Elle trône depuis par en bas. Alors, les canapés étaient plus bas et elle avait son fauteuil près de la cage de Toto, le perroquet. Et elle était plus haut. Elle était un peu surélevée. Donc elle trônait vraiment. Mais elle trônait vraiment. Et les canapés, effectivement, étaient à 20 cm du plancher. Et effectivement, le tout Paris venait là s'installer sur ces vieux canapés autour du poulet. Oui, c'est possible. Oui. Si vous savez ce qu'est devenu la maison maintenant qu'elle a été vendue. Alors donc la maison a été vendue en 2018. Elle l'a vendue donc de son vivant pour pouvoir continuer donc à vivre, à rester chez elle avec le personnel dont elle avait besoin. La personne qui l'a acheté, donc c'est connu dans la presse, devait donc la laisser jusqu'au bout dans sa maison, voilà, l'usufruit de la maison jusqu'au bout, et ensuite devait faire des travaux, et les travaux, je crois, ne sont toujours pas terminés, et les différents... Alors, je ne connais pas les choses politiques, communes, conseil régional, etc., n'avaient pas souhaité en faire un musée à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je voulais rebondir sur un truc. Échappé. Non? Si, monsieur? La municipalité de Meudon a vigilance par rapport à ce lieu Mais je crois que très clairement, enfin, il n'avait pas été question d'en faire un musée parce que c'était problématique que la maison de là où a vécu Céline, parce que cette maison était celle de Madame Destouches, c'était avec son argent et c'était elle la propriétaire. Mais lui, donc, a vécu chez sa femme. Mais pour tout le monde, c'est la maison de Céline. Et donc, non, la mairie semblait réticente à en faire un musée. Non. Non. Il y a quand même une ambiguïté. Mais
Mais ça ressort vraiment aussi effectivement dans ce roman, toutes les facettes. Effectivement, de plus en plus, je pense que le fonctionnement comme ça, par éclat, par petits bouts de la facette, il y avait que cette façon-là pour rendre justice en même temps de cette expérience, de votre expérience, et de la façon dont ça se passe. Sinon, vous auriez été beaucoup plus dans la rancœur, vous auriez été dans un livre. Mais c'est-à-dire que si j'avais fonctionné autrement, j'aurais raté toute la danse, toute la musique, toute l'architecture désordonnée. C'est une forme de chaos, en fait, à sa façon, Meudon. Et avoir une écriture linéaire, ça cassait. Il y a des biographies sur Lucette des Touches, il va y en avoir d'autres. Celle de David Alliot va être, je crois, va bientôt ressortir en augmenté. Voilà, donc le récit des choses existe. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant le récit, c'était la mécanique. C'est l'organisme Meudon, ce qui est vivant. Et effectivement, cette maison aux 1000 miroirs de danseuses, parce qu'il y en avait partout des miroirs, c'était ça aussi dans ce livre. C'est un livre à facettes, c'est un livre à portes. Quand j'évoque Alice au Pays des Merveilles, Hansel et Gretel, ou la maison de Psychose, etc., tout ça, ce sont des portes, jusqu'au prénom choisi en fait pour les uns les autres, ce sont des portes d'entrée par l'imaginaire, mais pour rendre compte de quelque chose de vivant. J'ai retrouvé. Oui. Est-ce que vous avez encore des contacts avec... Parce que vous n'étiez pas seul, vous vous relayez avec deux autres... Oui. Est-ce que vous continuez à avoir des contacts avec ces... Avec Victor, oui. Et les autres personnes, donc Olivier et Angélique, oui, par intermittence, on est en bons termes, oui. Oui. Ça n'a pas fabriqué une espèce de famille dans la famille, enfin un lien comme ça On était de toute façon assez solidaires, parce qu'on était un peu tous dans le même bateau. Ouais. Et cette solidarité a perduré. On sait qu'on porte tous en nous cette empreinte. Chacun à sa façon, vraiment, c'est très différent selon les uns les autres. Mais on a en commun cette empreinte profonde de cette expérience de vie de Meudon, chacun à peu près sur 20 ans. Ouais. Et ça, c'est je l'ai mise comme un secret qu'on porte avec soi. Et on le partage. On s'interreconnaît dans cette expérience. Sandra, merci beaucoup pour merci votre roman. Merci beaucoup. Merci. La Dame couchée de Sandra Vambremersch est éditée au Seuil. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée le 12 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.